La viande que nous mangeons provient d'élevages industriels toujours plus vastes, qui font une consommation massive d'antibiotiques pour protéger le bétail des épidémies. Mais bien loin de prévenir ou de guérir, les antibiotiques utilisés à grande échelle favorisent l'émergence de bactéries toujours plus nombreuses et surtout résistantes à tout traitement. Résultat, l'élevage intensif est confronté au même problème que le milieu hospitalier, celui de la prolifération de bactéries de plus en plus virulentes. L'homme est face à un danger dont il mesure encore mal les conséquences. Un élevage porcin dans le bassin de Münster, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Bernd T. se lève de bonne heure pour nourrir ses 800 cochons. Rien d'extraordinaire pour ce quadragénaire solidement bâti et dur à la tâche. Et pourtant, l'année avait mal commencé pour lui. Fin janvier, il est pris d'un violent accès de fièvre, accompagné de frissons et de sueurs froides. Une infection à la cuisse gauche le fait tellement souffrir qu'il ne peut plus marcher. Son état empire. Sa famille décide donc de le conduire au CHU de Münster. Le patient nous a dit qu'il avait été victime d'un accident du travail au cours duquel il s'est blessé à la cuisse avec un outil. Au départ, la blessure était bénigne et il a essayé de la traiter lui-même, mais la plaie s'est infectée. Bernd T. avait déjà montré sa blessure à son médecin de famille. Il s'expliquait mal pourquoi, au lieu de guérir, la plaie était devenue purulente. Sans parler de la douleur, toujours plus intense. Son médecin lui avait prescrit des antibiotiques, et Bernd T. croyait en avoir fini avec cette histoire. Mais non, son état n'a cessé d'empirer. Impossible de venir à bout de la fièvre. Nous le constatons de plus en plus souvent. Quand le premier traitement antibiotique est administré sans avoir fait un antibiogramme au préalable, c'est comme si le patient n'avait pas été traité du tout. Son état empire, l'infection gagne du terrain et peut même, dans certains cas, engager le pronostic vital. Un antibiogramme permet d'établir à quels antibiotiques les souches bactériennes sont sensibles ou résistantes. Au laboratoire du CHU, on parvient enfin à isoler le germe responsable de la maladie de Bernd T. Il s'agit d'un germe d'origine animale, plus connu sous le nom de sarme porcin. Pendant longtemps, on a cru qu'il ne constituait aucune menace pour l'homme. À l'instar de tous les autres germes de sarme, la souche porcine appartient à la famille des staphylocoques. Ces bactéries existent sur Terre depuis des millions d'années. Une variante résistante aux antibiotiques est apparue pour la première fois dans les années 60, alors que l'antibiotique méticilline n'était utilisé que depuis 3 ans. D'où l'acronyme RM, qui signifie résistant à la méticilline. SA correspond à Staphylococcus aureus, qui veut dire staphylocoque doré. Au microscope, ces bactéries présentent un aspect sombre. Les sarmes étant résistants à de nombreux autres antibiotiques, la notion de bactéries multirésistantes, BMR, a dû être introduite. Jusqu'à une époque récente, l'émergence du sarme était avant tout un problème cantonné au milieu hospitalier. En cause, une utilisation abusive des antibiotiques associée parfois à de mauvaises conditions d'hygiène qui favorisent leur propagation. Chaque année, pas moins de 170 000 personnes sont contaminées par ces germes pathogènes dans les hôpitaux d'Europe. Dans certains cas, l'infection est tellement avancée que l'amputation de la partie du corps touchée est inévitable. Des milliers de patients peuvent même mourir des suites de ces infections. Mais aujourd'hui, le sarme ne provient plus tant de certains hôpitaux que des fermes d'élevage intensif. Le germe résistant de l'élevage intensif a été découvert en 2004 dans un hôpital néerlandais. Un groupe de patients présentant d'étranges symptômes retient alors l'attention du microbiologiste Andreas Voss.
Nous avons découvert cette nouvelle lignée de SARM, qu'on appelle aussi CC398, grâce à un patient dans un premier temps et plusieurs patients par la suite, dont on ne comprenait absolument pas comment ils avaient pu être contaminés. Le premier enfant porteur de SARM venait d'être opéré du cœur. Nous avons examiné tous les patients de l'hôpital et nous avons décelé cette bactérie chez un bébé qui n'avait jamais séjourné à l'étranger. Un critère que nous prenions toujours en compte en tant que facteur de risque. Il y a eu encore 2 patients contaminés et l'un de mes collaborateurs a mentionné qu'ils avaient été en contact avec un élevage porcin. Des années auparavant, un de mes confrères parisiens, le professeur Andremont, avait déjà évoqué l'apparition d'une nouvelle souche d'origine porcine. Alors nous avons fait le rapprochement. Nous étions bel et bien en présence de ce type de SARM transmissible de l'animal à l'homme. Cette découverte des Pays-Bas n'a pas manqué d'alerter l'ensemble de la communauté scientifique internationale. D'où pouvait bien provenir cette souche bactérienne encore inconnue? À Copenhague, on se lance sans délai dans la traque de l'agent pathogène. Robert Skov constate qu'un grand nombre de cochons danois sont aussi porteurs de cette bactérie hyper résistante. Nous avons été très étonnés de découvrir cette bactérie, car le SARM touche principalement l'homme. On rencontre aussi des staphylocoques chez les animaux, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Nous nous sommes donc demandé quelle était l'origine de cette bactérie et comment elle s'était développée. Robert Skov se fait envoyer des échantillons de souches SARM du monde entier et se rend compte que cette bactérie est déjà présente dans une grande partie des régions du globe. Il établit en outre que sa présence est d'autant plus marquée que le pays pratique une agriculture intensive forte et concentrée. Les analyses ont été surprenantes puisqu'elles ont démontré que la souche de cette bactérie était d'origine humaine. Ce staphylocoque ordinaire chez l'homme est donc devenu un staphylocoque ordinaire chez le porc. Pour mieux s'adapter à l'animal, la bactérie a modifié ses propriétés. C'est ainsi qu'une bactérie présente chez l'homme est transmise à l'animal d'élevage. Tout en colonisant son nouvel hôte, cette bactérie entre en mutation et devient résistante aux traitements antibiotiques avant d'être de nouveau transmise à l'homme. Serions-nous en passe de favoriser la survenue d'une nouvelle épidémie résistante à toute la gamme des antibiotiques dont nous disposons? Chez l'homme comme chez le porc, les staphylocoques colonisent surtout la peau. Les fosses nasales sont leur foyer de prédilection. Quand un porc est traité aux antibiotiques, le médicament pénètre par voie sanguine dans les fosses nasales et détruit les bactéries. Certaines, cependant, survivent à l'assaut. Il faut savoir qu'en une seule journée, les staphylocoques engendrent autant de nouvelles générations que l'homme en 2000 ans. Sur ce nombre impressionnant de générations, des mutations aléatoires se produisent. Les risques sont grands de voir alors apparaître une lignée de staphylocoques ayant une membrane devenue imperméable aux antibiotiques. La bactérie mutante est résistante et rend le traitement antibiotique inefficace. C'est à ce stade que la nouvelle lignée gagne du terrain. Alors que toutes les autres bactéries meurent, celle de la souche mutante se multiplie. Chez les porcs qui sont porteurs du SARM, la maladie n'a pas le temps de se déclarer car ils sont conduits à l'abattoir dès l'âge de 6 mois. Il en va autrement des éleveurs qui, eux, sont exposés à un véritable danger. Nous savons que 50% des éleveurs sont porteurs du SARM. Mais être porteur d'un micro-organisme ne conduit pas systématiquement à la maladie. Pour que la maladie se déclare, il faut que l'agent pathogène soit présent dans une situation à risque, comme une petite plaie par exemple. Il peut s'agir d'une morsure, d'une blessure ou de l'intervention d'un chirurgien à l'hôpital. Les corps de métier qui sont régulièrement en contact avec des animaux d'élevage intensif ont 138 fois plus de risques d'être infectés. Si les agriculteurs et les vétérinaires sont en première ligne, leur famille est aussi exposée. Les taux de contamination varient fortement selon les régions.
En Belgique, nous avons relevé un taux très élevé de contamination parmi les membres d'une famille touchée. Peut-être que les Belges se font plus de câlins que les Allemands, les Hollandais ou les Danois. Ça, je n'en sais rien. Mais le contact entre les personnes semble en tout cas jouer un rôle déterminant dans la propagation de la maladie. Ceux qui sont occasionnellement en contact avec la bactérie n'ont pas de raison de craindre une colonisation durable. Le staphylocoque n'a aucune chance de s'installer durablement chez les individus en bonne santé. L'intrus disparaît des organismes sains au bout d'un certain temps. Bernd T. est dans un autre cas de figure. Une éraflure superficielle a permis aux germes de pénétrer sous sa peau. Un abcès de la taille d'un œuf de poule s'est formé. Bernd T. ne veut pas révéler son nom. Il a peur que ses voisins et ses amis le traitent comme un pestiféré en apprenant qu'il est contaminé par le SARM. Il craint aussi pour l'avenir de son exploitation. Les autres éleveurs ne sont pas mieux lotis que lui. Ils se murent dans le silence lorsque leur infection est confirmée. La situation se corse pour Bernd T. Il risque une septicémie. Si jamais les agents pathogènes passent dans le réseau sanguin, ils pourront s'attaquer à n'importe quel organe et le détruire. Ici au CHU, nous avons ouvert l'abcès en pratiquant une incision. Ensuite, nous avons procédé à un lavage antiseptique de la partie du corps concernée. Chose également très importante, nous avons réalisé un antibiogramme et placé sous perfusion le patient dont l'état général était extrêmement faible. Bernd T. a bien supporté l'opération. Le nouvel antibiotique sélectionné est efficace et le risque d'infection généralisée ou septicémie est désormais écarté. Contrairement au SARM du milieu hospitalier, le SARM d'origine porcine ne se transmet que très lentement d'une personne à une autre. Mais dans un milieu où la concentration d'individus très affaiblie est forte, la prudence est de mise. Dans ce genre de situation, le CHU de Münster a pour habitude de faire appel à un microbiologiste. Et pour les mesures d'hygiène une fois à la maison, le lavage antiseptique des mains, il est au courant? Oui, absolument. On a parlé de tout ça avec lui, ainsi que de l'attitude à adopter face à de petites plaies. Le microbiologiste s'entretient aussi avec le patient et lui indique à quoi il devra être attentif après son départ de l'hôpital. Bernd T. doit particulièrement protéger les parties de sa peau ayant subi la blessure, afin que les germes n'aient aucune chance de s'y réintroduire et de l'exposer à une récidive. Nous sommes particulièrement touchés ici dans la mesure où les SARM d'origine animale, qui ne représentent que 1 à 2% de l'ensemble des SARM à l'échelle de l'Allemagne, s'élèvent chez nous au CHU de Münster à 30%. Nous le savons précisément, car nous soumettons systématiquement nos nouveaux patients à un test de dépistage. Ce qui est en cause ici, en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans le bassin de Münster, ainsi qu'en Basse-Saxe du Sud, c'est la densité d'élevage intensif qui est la plus importante d'Allemagne. L'émergence de germes menaçants pour l'homme est causée par l'usage massif d'antibiotiques dans les élevages industriels. Rien qu'en Allemagne, 1700 tonnes d'antibiotiques sont administrées chaque année. Des enquêtes menées en 2011 dans des élevages intensifs de volailles de chair ont révélé l'ampleur de la catastrophe. Presque tous les animaux sont gorgés d'antibiotiques. En moyenne, les éleveurs ont recours à 3 antibiotiques différents et cela peut aller jusqu'à 8. PETA, une association de défense des animaux, a filmé ces images dans des fermes d'élevage industriel. Ces poulets de chair sont élevés pour grandir vite et donner beaucoup de muscles, en particulier au niveau de la poitrine. Entassés dans des bâtiments surpeuplés, ils sont soumis à un stress insoutenable. Leur masse pondérale augmente si vite que leurs os ne suivent pas. Ils ne tiennent plus debout et gisent sur une litière souillée d'urine et de fientes, dont leurs pattes sont recouvertes, et qui provoque, entre autres, des inflammations douloureuses. Aux Pays-Bas, les fermes d'élevage intensif sont encore plus grandes qu'en Allemagne. En 2010, l'usage des antibiotiques y était encore 2 fois plus élevé qu'en Allemagne par rapport à la quantité de viande produite. Championne de l'usage d'antibiotiques pendant des années, la filière avicole hollandaise a aujourd'hui réduit cette consommation de moitié.
Nul ne sait encore si ces précautions suffiront. En milieu hospitalier, l'augmentation du nombre de patients atteints de SARM d'origine animale explose. L'hôpital de Nimègue multiplie les précautions sanitaires. 10 fois plus de patients touchés par le SARM, 10 fois plus de tests de dépistage, autant de mises en quarantaine. Et fait nouveau aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus d'infections. Les Pays-Bas mènent un combat exemplaire contre les gènes multirésistants en milieu hospitalier. Grâce à certaines précautions, le taux d'infection est l'un des plus bas enregistrés dans le monde entier. Pour les patients soupçonnés d'être porteurs du SARM, une procédure d'isolement est mise en place dès leur admission à l'hôpital. Jusqu'à présent, ces mesures s'appliquaient majoritairement à des patients en provenance de pays dont le taux de SARM affiche un niveau plus élevé. Un frottis nasal analysé en laboratoire est effectué sur tout patient susceptible d'être porteur du SARM. Pour se rendre dans la chambre des patients, il faut passer par un sas et enfiler une tenue de protection. Une procédure longue et fastidieuse pour le personnel accompagnant, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, ainsi que pour les visiteurs. Le patient ne quitte cette chambre d'isolement qu'une fois tout danger de contagion écarté. Cette stratégie semble être payante puisque les Pays-Bas ont d'ores et déjà pu éloigner le germe du SARM de leurs hôpitaux. L'Allemagne et la France sont pour leur part encore loin du compte. Mais la crainte est grande que les germes d'origine animale se multiplient en infectant les éleveurs et les membres de leur famille. La stratégie prometteuse resterait alors sans effet. Un éleveur porcin qui a contracté le SARM sur le sol des Pays-Bas en sera porteur toute sa vie. Et c'est ce qui fait exploser le problème. Nous avons beaucoup plus de cas de SARM et nous n'avons aucune chance d'éradiquer durablement ce germe chez les patients. Même si à l'hôpital, l'éleveur est traité avec une crème nasale spéciale qui le débarrasse des germes, il ne faudra pas longtemps pour qu'une fois de retour dans son exploitation, il entre à nouveau en contact avec le germe et soit contaminé. Retour pour lui à la case départ, hôpital, mise en quarantaine. Tous les exploitants des élevages intensifs industriels sont désormais considérés comme des patients à risque. Mais que se passe-t-il quand le germe mutant ne se transmet plus seulement de l'animal à l'homme, mais carrément d'homme à homme? C'est le scénario que nous craignons le plus. Si la bactérie réussit cette adaptation, nous devrons subitement faire face à un très grand réservoir de bactéries résistantes. Ce phénomène est probablement déjà en marche. Dans quelques cas, nous nous demandons déjà comment ces patients ont pu contracter le SARM CC398 dans la mesure où ils ne sont entrés en contact ni de près ni de loin avec des animaux. Je crois que nous sommes là en présence d'un début de propagation qui s'opère en dehors de tout contact avec les animaux. Pour les chercheurs de l'Institut Robert Koch, cette évolution est très préoccupante. Ici, à Wernigerode, dans le massif du Harz, on se penche sur les modes de propagation des staphylocoques. Le SARM, lié aux animaux d'élevage, infecte l'homme de plus en plus fréquemment. Le microbiologiste Wolfgang Witte constate que les germes ne se transmettent pas seulement par contact entre personnes. Les infections peuvent aussi survenir suite à l'ingestion de viande crue. Nous savions déjà que le SARM d'origine animale pouvait coloniser la volaille de chair. Et nous avons essayé de voir si nous le retrouvions dans l'eau issue de la décongélation des poulets de chair. Cette hypothèse s'est vérifiée pour 30% des échantillons testés. C'est donc que les germes résistent même aux températures de congélation. Une découverte préoccupante confirmée par d'autres recherches. L'Institut fédéral de l'évaluation des risques a constaté que la viande crue est aussi touchée et que cela vaut pour toutes les sortes de viande. La viande de volaille est particulièrement pointée du doigt, notamment la viande de poulet, contaminée dans 22% des cas et 42% pour la dinde. En quoi le consommateur doit-il s'en inquiéter? Et que faire en cas de contamination?
Quand vous avez de petites plaies et que le germe s'introduit dans la peau, ça peut rester tout à fait inoffensif. Mais lorsque ça pénètre plus profondément dans les tissus, la conséquence peut être un furoncle, un abcès au doigt ou à la main qui doit en tous les cas donner lieu à une visite chez le médecin. Les bactéries ne se cantonnent plus aux élevages, ni même aux industries de transformation des viandes et des volailles. Dans l'absolu, il suffit de manipuler la viande dans sa cuisine pour y être confronté. Les germes se propagent dans toute la pièce en un rien de temps, par le simple contact manuel. Le plat dans lequel la viande a été décongelée doit être nettoyé avec un soin particulier. Le couteau qui a servi à préparer la viande et à la couper doit être lavé avec de l'eau très chaude. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est que les germes se propagent dans toute la cuisine. L'Institut Robert Koch conseille d'utiliser une paire de gants jetables quand on prépare de la viande. Précaution extrême, se désinfecter les mains quand on a terminé le travail. Une viande de poulet bien rôtie ou qui a mijoté suffisamment longtemps ne présente aucun risque, car les germes ne survivent pas à des températures très élevées. On relève aussi, et de plus en plus souvent, la présence d'un autre type de germes dans la viande. Les entérobactéries, productrices de BLSE, qui sont naturellement présentes dans la flore intestinale de l'homme. Cette appellation, BLSE, signifie qu'elles sont résistantes à toute une série d'antibiotiques. Parallèlement au dépistage du SARM dans l'eau de décongélation, nous avons cherché à déterminer dans quelle proportion les entérobactéries productrices de BLSE étaient présentes. Et nous avons effectivement constaté que dans près de 30% des cas, le résultat était positif. De son côté, Madame le professeur Kastenmeier a coordonné une étude sur la viande de volaille achetée en supermarché à Berlin. Elle a également obtenu un taux de contamination de 30%. Un simple contact de la main à l'endroit où sa mère a déposé les germes en préparant la viande et l'enfant est contaminé à son tour. Les germes multirésistants se frayent un chemin à travers l'appareil digestif et se retrouvent dans l'intestin où ils rencontrent des milliards d'autres bactéries qui constituent la flore intestinale naturelle et facilitent la digestion. Si les entérobactéries porteuses de BLSE entrent en contact avec les bactéries de l'intestin, on assiste à un phénomène inquiétant. Au cours d'un échange d'informations génétiques entre les deux types de bactéries, le gène de la résistance se transmet à d'autres types de bactéries intestinales. Les individus en bonne santé ne se rendent compte de rien. Mais le jour où ils auront recours aux antibiotiques pour traiter une infection, ou bien encore avant une intervention chirurgicale, le médicament administré ne se révélera efficace que contre certaines bactéries. Les bactéries multirésistantes, quant à elles, prospèrent et se multiplient rapidement. À partir de là, et dans des conditions défavorables, on peut évoluer vers une infection. Si ces bactéries se retrouvent au mauvais moment, au mauvais endroit, par exemple dans la circulation sanguine des patients contaminés, elles peuvent dès lors provoquer une septicémie. Le mauvais endroit en question pourrait bien être les urgences d'un hôpital où se trouvent de nombreux patients dont le système immunitaire est très affaibli. Si du fait de mauvaises conditions d'hygiène, les bactéries multirésistantes passent par l'urètre, via un cathéter, l'infection peut toucher la vessie. Les bactéries multirésistantes peuvent aussi s'introduire via un dispositif de respiration artificielle et provoquer une pneumonie. Comme les entérobactéries sont devenues multirésistantes, les médecins n'ont d'autre choix que d'avoir recours à des antibiotiques dits de réserve, sans aucune garantie quant à leur efficacité. Les SARM d'origine animale et les entérobactéries porteuses de BLSE ne se retrouvent pas seulement dans la viande. Elles colonisent aussi les conduites d'évacuation d'air dans les élevages. Le Land de Basse-Saxe en Allemagne détient le record des élevages intensifs de poulets de chair. Leur population a augmenté de 30%
au cours des 3 dernières années pour atteindre 63 millions d'individus. Une odeur putride de fumier se dégage et envahit l'air ambiant. Des chercheurs ont trouvé des germes multirésistants du type SARM et BLSE dans l'air évacué des bâtiments d'élevage. L'air pollué des élevages se diffuse dans la nature. Au lieu d'empêcher ce phénomène, les hautes cheminées contribuent à la dissémination des germes contenus dans l'air contaminé. On a même constaté leur présence dans un rayon d'1 kilomètre autour des élevages d'origine. Autre constat des chercheurs, plus la densité d'animaux d'élevage est importante et plus la concentration de germes est forte dans l'environnement. Des incertitudes planent encore sur les risques encourus par les riverains. Les Allemands et les Hollandais travaillent main dans la main pour stopper ce type de propagation des germes. Alexander Friedrich coordonne ses recherches. Sa première préoccupation, lorsque les bactéries multirésistantes se trouvent en dehors des circuits de l'élevage intensif et des hôpitaux, il devient impossible de contrôler leur prolifération. Tout doit être mis en œuvre pour bloquer la transmission des bactéries multirésistantes. Quand elles sont présentes dans l'élevage intensif, on peut déjà éviter qu'elles ne se propagent à l'ensemble de l'environnement et n'atteignent des gens qui n'ont rien à voir avec l'exploitation, mais ont seulement eu la malchance de faire un tour à vélo dans les parages. En 2012, la Basse-Saxe a exigé l'installation de filtres dans les cheminées des fermes d'élevage intensif. Mais 1 an après, la mise en application tarde encore à venir. Le danger vient aussi des engrais. Dans l'élevage intensif, le lisier produit dépasse les besoins des agriculteurs. Chaque année, 2 millions de tonnes d'excréments d'animaux sont épandus dans les champs. Dans certaines régions, les agriculteurs doivent employer les grands moyens pour se débarrasser de ce qui est devenu un fléau de l'agriculture, car les excréments d'origine animale participent aussi à la propagation de SARM et de BLSE dans les champs. Qu'en est-il des légumes qui poussent dans la terre contaminée? À l'Institut de technologie de Münster, le microbiologiste Fritz Titgemeyer a fait son marché dans un but bien précis, mesurer le degré de contamination. Il veut évaluer l'impact des bactéries déjà disséminées dans les champs. Sa découverte est alarmante. Les germes multirésistants vont jusqu'à se nicher dans les légumes issus de la culture biologique. L'usage inconsidéré d'antibiotiques est très courant dans tous les secteurs de la production. Les germes multirésistants se propagent. Et nous avons voulu savoir si la filière bio était épargnée, car les producteurs bio ne sont pas favorables à l'emploi d'antibiotiques. Ce qui est surprenant, c'est que sur les 30 échantillons que nous avons analysés, il y en avait 14 pour lesquels la présence de germes type BLSE s'est confirmée. Salades, pommes de terre, concombres, tomates ainsi que des germes de soja ont fait l'objet d'analyses chimiques. Les bactéries se trouvaient dans près d'un échantillon sur 2, à des niveaux de concentration variables. Plus il y avait de terre, et plus les germes étaient nombreux. Nous recherchions des bactéries intestinales et des entérobactéries. Et effectivement, nous avons pu identifier certaines d'entre elles. Nous avons notamment trouvé lors de la crise sanitaire des bactéries Escherichia coli entérohémorragiques, qui sont une variante de la bactérie Escherichia coli. On a aussi trouvé des bacilles de type Yersinia, des bacilles de type Klebsiella, qui présentent des niveaux de dangerosité différents pour les humains. Les bactéries E. coli peuvent coloniser des individus en bonne santé, alors que les Klebsiella s'attaquent aux patients dont l'état de santé est médiocre, ou bien à des gens qui viennent d'être opérés. En 2011, une épidémie provoquée par une bactérie hautement contagieuse secoue l'Allemagne. 4000 personnes ayant ingéré des graines germées tombent malades après avoir été contaminées par une souche de bactéries de la flore intestinale particulièrement agressive, la bactérie EHEC. 53 personnes sont mortes à la suite de cette infection. Fritz Titgemeyer envisage 2 possibilités pour expliquer la présence de ces bactéries sur les légumes. D'abord, par l'air contaminé issu de l'exploitation,
et qui aurait déposé les bactéries sur les champs cultivés. La deuxième hypothèse, c'est qu'avant d'être bio, les exploitations avaient des méthodes de travail conventionnelles. Les agriculteurs fertilisaient leurs champs avec les excréments du bétail. À supposer qu'elles se soient converties au bio depuis 3 ans, les bactéries qui étaient déjà là n'ont pas disparu du jour au lendemain. Il semblerait que les bactéries survivent dans la terre pendant quelques années avant de contaminer les légumes. On ne sait toujours pas combien d'infections BLSE proviennent effectivement de bactéries issues de fermes d'élevage intensif. En revanche, on a acquis la certitude que l'élevage intensif engendre des bactéries dangereuses pour l'homme et que ces bactéries se concentrent dans sa flore intestinale. Il reste beaucoup de questions auxquelles la recherche doit répondre pour comprendre le mode de propagation des bactéries multirésistantes. Toujours est-il qu'elles se sont implantées de manière endémique dans l'élevage intensif à cause d'un recours inconsidéré aux antibiotiques. C'est le premier point à prendre en compte. Il est question de diminuer de moitié leur utilisation. Mais cette mesure est à mon sens insuffisante. Car même dans ces conditions, les bactéries multirésistantes continueraient très probablement à se multiplier. Pour être efficace, il faudrait renoncer complètement ou presque complètement aux antibiotiques. Peut-on exploiter de grandes fermes d'élevage tout en limitant la quantité d'antibiotiques? Bonjour Monsieur Janssen, c'est Arlitius du service vétérinaire. Jürgen Arlitius est vétérinaire. La Chambre d'agriculture de Basse-Saxe l'a chargé d'une mission de conseil auprès des éleveurs de la filière porcine. On voulait faire encore un prélèvement nasal, j'ai apporté ce qu'il faut et après je vais prendre une douche. Parfait, à tout de suite. Stefan Janssen souhaite diminuer l'usage d'antibiotiques dans son élevage. Sa stratégie consiste à observer des règles d'hygiène très strictes pour barrer la route aux bactéries. Et les mesures prises sont dignes d'un laboratoire hautement sécurisé. Pour avoir accès aux animaux, il faut impérativement passer par un sas de sécurité, se déshabiller et prendre une douche. Il faut ensuite enfiler une tenue de protection. Le vétérinaire fait régulièrement le point sur l'état de santé des bêtes. Stefan Janssen a 1200 truies, un élevage de porcelets et 1500 porcs destinés à l'engraissement. Pour lui, les risques de contagion entre les animaux sont à la mesure de son exploitation, considérables. Il suffit d'un animal malade pour contaminer tout l'élevage. Nous sommes dans la salle où les truies vont mettre bas dans une semaine. On les a douchées ce matin et on les a mises dans une salle à part où il n'y a que des truies préalablement lavées, de sorte qu'aucun germe ne devrait rentrer dans la section où elles vont mettre bas. Ce système repose sur un principe de roulement. À chaque étape de son développement, le bétail investit un nouvel espace dont la fonction est déterminée. Et quand le cycle se termine, la nouvelle génération prend la relève. La salle d'élevage a beau briller comme un sous-neuf, une odeur d'ammoniac persistante imprègne l'air ambiant. Cette odeur vient d'un niveau inférieur, car les animaux sont élevés sur un sol ajouré, appelé caillebotis. La puanteur des déjections et de l'urine remonte. Une litière de paille demanderait plus de temps et plus de moyens, notamment en termes de main-d'œuvre. Les déjections et l'urine s'écoulent et sont régulièrement évacuées au moyen de racleurs à lisier dans des fosses situées dans la partie basse du bâtiment. Le fumier mélangé à l'eau de lavage est ensuite acheminé au moyen de pompes vers des silos de stockage à lisier. Toujours accompagné de l'éleveur, le vétérinaire se rend ensuite dans ce qu'on appelle la maternité, la salle où les porcelets sont élevés. On change encore une fois de tenue pour éviter à tout prix que les germes ne se colportent d'une salle à l'autre. Les maladies infantiles ne sont pas réservées à l'espèce humaine. Stefan Janssen met tout en œuvre pour éviter qu'elles ne s'infiltrent dans son bâtiment. Les conséquences seraient alors très lourdes pour son calendrier de production. On doit avoir la possibilité de recourir aux antibiotiques quand on ne peut pas faire autrement. Dans le cas d'une épidémie de grippe, par exemple, quand les bêtes ont de la fièvre, il ne faut pas hésiter. Mais en règle générale, un élevage de cette taille peut s'en passer entièrement. Jürgen Arlitius a procédé au dépistage de SARM dans cet élevage.
On n'a rien trouvé, mais on sait parfaitement que 70% des élevages sont aujourd'hui confrontés à ce problème de sarmes d'origine animale. Reste à savoir pourquoi 70% des élevages sont touchés. Le contrôle d'hygiène des exploitations serait-il en cause ? Rupert Ebner est vétérinaire depuis 30 ans. Il inspecte une exploitation laitière située près d'Ingolstadt. Il ne croit absolument pas que les mesures d'hygiène puissent être suffisantes à long terme. Avec le temps, il existe un facteur d'usure inhérent au bâtiment qui favorise l'apparition de micro-organismes susceptibles de provoquer les maladies tant redoutées. Il faut se poser la question de la durée de vie d'un tel bâtiment. Tous les élevages sont concernés par un phénomène d'usure. La décontamination n'est alors plus du tout efficace. Les ennuis commencent et sont toujours proportionnels à la taille de l'exploitation. La filière agricole nous raconte des histoires quand elle prétend, pour les grandes exploitations, que si elles sont bien gérées, tout ira pour le mieux. Preuve à l'appui, on sait aujourd'hui que plus l'exploitation est grande, plus les problèmes sont nombreux et importants. Quand un animal contracte une maladie, c'est tout l'élevage qui est traité en même temps que lui pour tenir les cadences de production, le calendrier d'engraissement et éviter toute perte. Rupert Ebner s'insurge contre cette pratique. Pour lui, il est important d'examiner chaque animal séparément avant d'administrer des médicaments. Il veut convaincre les éleveurs d'utiliser le moins de médicaments possible. Une attitude qui lui coûte de l'argent, quand l'on sait que plus de la moitié des revenus des vétérinaires provient précisément de la vente de médicaments. Les médicaments des vétérinaires se vendent exactement comme les détergents et autres shampoings. Vous avez un représentant qui vient chez vous et qui vous dit « Monsieur Ebner, si vous m'achetez 20 flacons, je vous fais le flacon à 8 € au lieu de 10. Et si vous m'en prenez 100, je vous les fais à 7 € la pièce. Pour 1000, c'est 5 € par flacon. » Et comme les agriculteurs sont de bons clients, il est pratiquement impossible de maîtriser ce mauvais usage des médicaments. Quand un vétérinaire refuse de vendre le médicament souhaité à un agriculteur, celui-ci va se le procurer chez un confrère. Aucun vétérinaire ne peut vraiment savoir s'il est seul à s'occuper d'un élevage ou non. Il faut définir de nouvelles règles de fonctionnement. Premièrement, je pense qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul vétérinaire habilité à prescrire des antibiotiques par ferme d'élevage. Et il doit être connu des autorités sanitaires compétentes. Deuxièmement, le prix des antibiotiques doit être fixe. Et troisièmement, le contrôle de l'activité doit être capable de fournir des tableaux avec indicateurs chiffrés, précisant la durée des traitements antibiotiques d'un animal dans sa vie. Il faut une vraie volonté politique derrière ces mesures pour qu'elles fonctionnent. Le Danemark et l'Allemagne sont les plus grands exportateurs mondiaux de viande de porc. Il n'empêche que lorsque le scandale du recours abusif aux antibiotiques dans les élevages a éclaté, le Danemark, contrairement à l'Allemagne, a immédiatement réagi. Dès 2010, le ministère danois de l'Agriculture a fixé des valeurs limites. Depuis, les éleveurs qui ne respectent pas ces nouvelles règles sont rappelés à l'ordre et menacés d'un carton jaune. Un registre centralisé, dans lequel tous les éleveurs sont tenus de signaler l'usage de médicaments, a été mis en place. Tous les mois, on remplit une fiche de renseignements détaillée sur la consommation exacte de médicaments au sein de l'exploitation. Tout est enregistré. Combien d'animaux ont été traités, combien de millilitres ou de litres de médicaments ont été utilisés, etc. De cette manière, on peut faire des comparaisons avec d'autres exploitations porcines. Ici, heureusement, la consommation de médicaments est très inférieure à la moyenne. Tous les 3 mois,
l'éleveur reçoit un rapport qui lui permet de se situer par rapport à ses confrères. Si l'organe de surveillance décide de le sanctionner avec un carton jaune, c'est à l'éleveur d'élaborer un plan visant à réduire sa consommation de médicaments. S'il n'y parvient pas au bout de 9 mois, il doit payer une amende. Les autorités ont fixé une limite de consommation de pénicilline pour les animaux. Cette limite n'est pas la même s'il s'agit d'une truie, d'un porcelet ou d'un porc d'abattage. Niels élève près de 2300 porcs. Son vétérinaire passe une seule fois par mois pour établir le besoin prévisionnel de médicaments du mois suivant. Quand une bête tombe malade, il sait ce qu'il a à faire pour la traiter. En cas de fièvre, il peut à tout moment recourir à la piqûre d'antibiotiques. Il suffit qu'il puisse justifier sa décision. Le vétérinaire ne réalise aucun bénéfice sur la vente des médicaments. Ce principe contribue également au système du carton jaune. Le vétérinaire établit une ordonnance qui est envoyée à la pharmacie. Après réception de l'ordonnance, la pharmacie nous livre les médicaments. Le vétérinaire et le pharmacien représentent deux instances différentes et nous obtenons les médicaments directement par ce dernier. Grâce à la mise en place du système du carton jaune, le gouvernement a récemment annoncé que l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages avait été réduite d'un tiers. Un exemple à suivre pour de nombreux autres pays européens, même si le problème du SARM est encore loin d'avoir été réglé au Danemark. C'est en tout cas le constat que fait chaque jour Tina Hurt à l'hôpital central de Aalborg où elle travaille. Cette infirmière hygiéniste déplore un nombre croissant de patients porteurs du SARM porcin. Il y a 5 ans, ici dans le Jutland du Nord, seuls 5 à 10% des cas de SARM étaient associés à l'élevage porcin. Aujourd'hui, ce taux s'élève à près de 50%. Cette propagation fulgurante du germe est d'autant plus préoccupante que le Danemark était jusque-là nettement plus épargné que de nombreux autres pays européens. Si on ne parvient pas à enrayer cette évolution, les conséquences risquent d'être très lourdes. Pour notre système de santé, cela signifie que nous sommes confrontés à un grand nombre de personnes potentiellement infectées par ce germe. Nous devons être plus attentifs à l'isolement des patients lors de leur hospitalisation. Les hôpitaux sont-ils suffisamment équipés pour garantir cet isolement? Le traitement des patients par antibiotiques doit être également repensé. Les mesures d'isolement et de traitement des personnes infectées auront des répercussions économiques importantes. Avec une incidence de SARM record dans les hôpitaux, l'Allemagne et la France sont soumises à une pression encore plus forte. Que se passera-t-il si de plus en plus de SARM et de BLSE franchissent les portes des hôpitaux par l'intermédiaire de patients contaminés par des souches de bactéries porcines? L'Allemagne craint que la situation devienne incontrôlable. Également en cause, le manque de personnel formé pour identifier le risque à temps. Le plus souvent, il n'y a qu'un microbiologiste ou qu'un hygiéniste pour plusieurs hôpitaux. Seuls 5 à 10% des hôpitaux allemands ont un microbiologiste qui leur est affecté. Ce qui veut dire que 90% de tous les hôpitaux allemands officient sur ce terrain sans savoir ce qu'il faut faire. Il faut des gens sur place. On ne traite pas ces problèmes à distance. C'est un peu comme si on décidait qu'après tout, on pouvait se passer des spécialistes en médecine en Allemagne et les remplacer par des chirurgiens sous prétexte que ces derniers, eux aussi, ont été formés à la médecine. Alors une fois tous les 6 mois, le spécialiste viendrait, siégerait dans une commission de spécialistes et regarderait si tout va bien. Aucun spécialiste sur place pour gérer les urgences. Il faut qu'il fasse le déplacement. Quand une épidémie se déclare, personne n'est là pour prendre la mesure du problème et les décisions qui s'imposent. Plus encore que d'autres infections,
Celles qui sont provoquées par des souches multirésistantes nécessitent un traitement antibiotique adapté sans délai et une mise en quarantaine immédiate. Il en va de la vie du patient et de la protection des autres résidents. Que des patients meurent de ces infections est absolument dramatique. Quant à ceux qui en réchappent en prolongeant leur hospitalisation de 3 semaines à 1 mois, c'est au prix de grandes souffrances. Pour cette raison, je devrais pouvoir compter sur le concours d'un hygiéniste spécialisé qui prenne la situation en main. Pour véritablement endiguer cette recrudescence de SARM, il serait bon de traiter le problème à la racine, et donc d'agir au niveau même de l'agriculture, en limitant l'usage des antibiotiques au strict nécessaire. Ne pas avoir systématiquement recours au traitement de masse diminuerait la résistance aux antibiotiques. Il s'agit de réfléchir enfin à une autre manière d'élever nos porcs, dans un environnement qui ne soit justement pas favorable au développement de bactéries résistantes. L'éleveur Wilfried Stecher démontre aussi qu'on peut s'en passer. Dans sa ferme, située près de Goslar, il élève des poulets, des dindes, des canards et des oies. Il vend ses produits dans la boutique de sa ferme et possède également un restaurant juste à côté. Wilfried Stecher a complètement changé son fusil d'épaule. Quand c'était encore autorisé, il a élevé des poules en batterie pendant de longues années. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Plus l'espace du poulet est restreint, et plus l'élevage est problématique. On leur donne des antibiotiques d'emblée par prévention. Et j'avoue que nous avons fait ça pendant des années et qu'à la fin, c'était devenu carrément insupportable. Aujourd'hui, il pratique un élevage digne de ce nom. Les poulets évoluent à leur gré entre le bâtiment et la volière extérieure. Nous utilisons beaucoup de paille, ne serait-ce que pour maintenir l'odeur d'ammoniac à un niveau minimal. C'est primordial pour la bonne santé des bêtes, qui ont moins de problèmes respiratoires. Par principe, on ne leur administre pas d'antibiotiques. C'est bien la preuve que notre mode opératoire peut parfaitement fonctionner. Wolfgang Witte de l'Institut Robert Koch s'est rendu sur place pour faire un état des lieux. L'expérience s'avère probante puisqu'aucune trace de germes multirésistants n'a été détectée. À cela, une raison simple. Wilfried Stecher a purement et simplement renoncé aux antibiotiques. Le professeur Witte m'a fourni une explication à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Selon lui, les germes n'ont aucune chance de se développer dans ce contexte d'élevage extensif. Il y a trop d'éléments qui font obstacle dans la litière et dans l'ensemble du bâtiment pour que ces germes puissent se propager. Aux antipodes de l'élevage intensif des temps modernes, la ferme écologique. Rainer Muss doit remplir des conditions très strictes. Et contrairement à Wilfried Stecher, il est soumis à des contrôles réguliers. Mais convaincu par le système d'élevage bio, il s'y prête bien volontiers. On entend tousser un cochon. Ils attrapent des rhumes comme nous. Il arrive qu'il y ait une vague de rhume chez eux, comme chez les humains. On ne va pas donner des antibiotiques aux enfants pour un petit rhume. On sait qu'une fois guéri, l'enfant aura renforcé ses défenses immunitaires. C'est pareil pour les cochons. L'inconvénient serait plutôt que les cochons n'ont pas envie de manger quand ils sont enrhumés. Pareil pour nous. Nos comportements sont donc parfaitement similaires. N'ayant pas d'appétit, ils perdraient du poids pendant une semaine. Quand on est dans l'élevage conventionnel, la situation deviendrait financièrement critique. Ici, c'est différent. On peut se permettre de les voir grossir moins vite. S'ils mangent moins pendant une semaine,
Rien de tragique. Nous étalons notre croissance dans le temps. Tout ce qui fait du bien à l'animal se retrouve dans la qualité de la viande par la suite. Les porcs ont un bon système immunitaire et l'alimentation plus saine et équilibrée que dans les exploitations traditionnelles y contribue largement. Le fourrage, riche en fibres, entre dans la composition de leur nourriture sous forme de paille, de foin ou d'herbes fraîchement coupées. Les porcs prennent leur temps pour manger, 1 à 2 heures en moyenne. Ils digèrent bien, mais surtout ils sont rassasiés et satisfaits. Et au moment de se nourrir, les comportements innés des cochons refont surface et jouent un rôle important. Un peu comme un sanglier dans la forêt qui passe des heures à chercher sa nourriture avant de la savourer. Si les exploitations conventionnelles jouaient elles aussi le jeu, manger de la viande redeviendrait un luxe. Mais fini les antibiotiques. L'élevage industriel ne saurait se passer de grandes quantités d'antibiotiques. Et la formation de germes multirésistants est la conséquence directe de cet abus. La souche porcine du sarme pourrait bien menacer la vie de beaucoup de gens dans un avenir proche. C'est une bombe à retardement, tout comme les agents pathogènes BLSE. En France, on estime que 20 à 30% de la population sont déjà infectés par ces dangereuses bactéries intestinales à leur insu. Dans les hôpitaux allemands, les infections provoquées par des bactéries multirésistantes ont été multipliées par 10 au cours des dernières années. L'état des gens déjà malades peut se dégrader sous l'action de ces agents pathogènes. On a recours aux antibiotiques pour lutter contre l'infection concernée. Mais quand les bactéries ne réagissent plus, qu'elles sont ce qu'on appelle multirésistantes, le traitement échoue et nous ne savons pas comment guérir le patient. Des infections de prime abord anodines peuvent alors devenir mortelles, comme avant la découverte des antibiotiques.